47 % des travailleurs, presque un travailleur sur deux, n'a pas de régime de retraite. Oui, il faut transformer les régimes municipaux notamment, mais que faire de tous ceux et de toutes celles qui n'ont rien pour la retraite? Tout se calcule sur les régimes de retraite. Bonjour. Cette semaine, l'avenir des régimes de retraite. D'une part, on dit que les travailleurs et les retraités doivent assumer une plus grande charge du financement de leur régime. Mais d'un autre côté, d'autre part, la moitié des Québécois n'ont pas de régime de retraite et le gouvernement fédéral ne veut pas bonifier les rentes publiques. On en parle avec Lisa Frula, Pierre Paquette à la place de Rémi Trudel cette semaine et Pierre Fortin, associé chez Raymond Chabot Grant Thornton, spécialiste du secteur municipal, comptable. J'ai une calculatrice pour vous au besoin. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci encore d'être avec nous pour cette belle émission. Tout se calcule. Ma première question elle est à Lisa et à Pierre. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un déséquilibre trop marqué en ce moment entre ceux qui ont des régimes de retraite puis des régimes assez généreux et ceux qui n'en ont pas, c'est-à-dire un Québécois sur deux? C'est parce qu'avec le vieillissement de la population, effectivement, il y a un côté qui est très inquiétant. Et malgré que nous, au Québec, on a la Régie des rentes, ce qu'ils n'ont pas en Ontario, parce qu'on s'aperçoit que même avec la campagne électorale là, qui s'enclenche en Ontario, on s'aperçoit aussi que la première ministre, entre autres, win, et on va voir d'autres candidats parler aussi de la retraite. Pourquoi on reparle de la retraite? À cause du vieillissement de la population. Et qu'à un moment donné, il va falloir penser et penser aussi pour le futur. Là, aujourd'hui, on va gérer le présent, excepté qu'il va falloir maintenant penser et être beaucoup plus prudent pour ceux qui s'en viennent. Les autres, il faut quand même penser aussi qu'il va y avoir 2,3 en 2030, 2,3 travailleurs pour un retraité. Oui. Alors ça, c'est va falloir vraiment viser maintenant l'avenir et penser pour Est-ce qu'il y a une double crise, Pierre Paquette? C'est-à-dire la crise des régimes de retraite actuels qu'il faut financer et ceux qui n'en ont pas. Mais là, il ne faut pas généraliser non plus. Là. Il y a un problème particulier dans le secteur, en particulier municipal. Quelques grosses entreprises, mais Hydro-Québec vient de renouer avec les surplus au plan de la valeur actuelle de son régime de retraite. En Ontario aussi, il y a eu des améliorations. À Air Canada. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas mettre tous les régimes de prestations déterminés dans le même bateau. Moi, je pense que ce qui serait normal, ce serait qu'on ait 3 piliers pour préparer la retraite. Les régimes publics, des régimes complémentaires, et il y en a plusieurs types possibles, et l'épargne privée. Alors, ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas pouvoir compter sur un troisième pilier qui est le régime complémentaire au régime public et à l'épargne privée. Ouais. Parlons des régimes de retraite qui sont existants. Donc, il y a beaucoup de gens dans le secteur public qui ont des régimes de retraite. Donc, on pense beaucoup aux fonctionnaires, bien sûr, qui ont des régimes de retraite. Ça, c'est clair. Mais la moitié des Québécois n'ont pas de régime de retraite. Est-ce que vous trouvez qu'on vit dans un système à deux vitesses? Bien, c'est évident, à partir du moment où on a 35 % des travailleurs du Québec qui ont un régime à prestations déterminé, donc qui ont une rente garantie, et de l'autre portion de la population, on en a 50 % qui n'ont pas de régime de retraite, donc ce qu'on mentionnait à trois niveaux, c'est sûr qu'on est dans un système à deux vitesses. Le risque, d'une part, est assumé par soit l'État, soit les grandes entreprises qui ont des régimes à prestations déterminées, et d'une autre part, le risque est assumé entièrement, pour ceux qui n'en ont pas, par l'épargnant et le contribuable. Oui. On a l'impression qu'il y a une classe de favorisés. Il y a les favorisés et les non favorisés. Est-ce qu'on a raison de penser que... Vous n'êtes pas d'accord? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi non plus, je suis pas d'accord avec ça. Parce que quand c'est négocié, ces régimes-là, c'est compté comme de la rémunération. Alors, c'est du salaire qui est différé dans le temps. C'est le fruit de la négociation. Alors, parfois, on va bonifier le régime de retraite pour éviter une augmentation salariale immédiate. En fait, il y a toutes sortes de circonstances. Mais ça a été négocié et ça fait partie de la rémunération. La preuve étant... bien, mais dans le secteur public, c'est l'ensemble des Québécois qui payent. Oui, mais la preuve étant que quand le gouvernement du Québec compare les salaires des employés de l'État aux salaires du secteur privé, il inclut ces avantages-là. Et les difficultés que connaît actuellement le régime public, je parle pas nécessairement, là, encore une fois, je parle pas du monde municipal, je parle vraiment de la fonction publique québécoise, le réseau public parapublic, c'est le fait que le gouvernement du Québec a pas mis sa part pendant longtemps.
Ça, c'est 2 milliards de déficit. Mais moi aussi, ça me chicote d'abord quand j'entends ça, parce que je me dis, ah ouais, mais là, ça gras dur. Je m'excuse, là, mais ils ont choisi, certains ont choisi de travailler dans la fonction publique, ont choisi de travailler à la municipalité, de devenir fonctionnaire. Il y en a d'autres qui ont choisi autre chose. Il y en a qui ont choisi d'être policiers pour s'en aller dans la SQ. Il y en a d'autres qui ont choisi autre chose. Là, quand ils arrivent à la fin pour prendre leur retraite, on fait, ben, regardons, lui, il est chanceux, puis l'autre, il n'a pas changé. Mais je m'excuse, là, mais c'est parce que tu n'as pas choisi la même chose. Donc, ton cheminement est différent. Donc, ça, c'est une chose. Fait qu'on est responsable de nos choix. choix. Deuxièmement, pour les 550 000 de l'État, ce que Pierre dit, c'est qu'eux mettent 50-50. Hein? Là, je parle pas de la SQ, je parle pas, là, on va revenir aux municipalités, mais les grandes fonctions publiques québécoises, sur les 550 000, eux partagent à 50-50. Le problème, c'est que la capitalisation, l'État n'a pas capitalisé en 1973 quand ils ont décidé d'avoir des régimes de retraite. Ils ont commencé à capitaliser dans les années 90. Est-ce que j'ai raison? Alors là, on se retrouve avec un déficit. Pierre Fortin. En fait, il y a deux éléments. Il y a des éléments, comme Mme Frula vient de le mentionner, qui proviennent de décisions qui ont été prises. Soit des congés de cotisation, soit des partages qui étaient pas à 50-50, que maintenant, on dit, avec l'évolution de la conjoncture économique et de la conjoncture démographique, on doit rétablir cet équilibre-là à 50-50. L'autre élément, il y a un volet conjoncturel et structurel. La démographie, notre population est de plus en plus vieillissante et vit de plus en plus longuement. Donc, on doit payer pendant plus longtemps. Et d'un autre côté, la durée de vie active des gens, on va aux études plus longtemps et on prend notre retraite plus tôt. Alors là, on a des beaux tableaux pour illustrer ce que vous venez de dire, Pierre Fortin. On va regarder ça derrière moi dans le grand mur. Le premier tableau qui va nous montrer un petit peu le portrait de la situation, je vous dirais, dans l'ensemble du Québec. Travailleurs du Québec, ça, c'était dans le rapport d'Amour qui a été publié au mois d'avril 2013. 3 954 000 travailleurs. Il y en a un petit peu plus aujourd'hui, mais on part de ces chiffres-là. Alors, de ces travailleurs à cotisation déterminée, 4 donc, c'est-à-dire que c'est un régime où on sait combien on cotise, mais on ne sait pas exactement combien on va toucher à la retraite. À prestations déterminées, donc on connaît combien on va toucher à la retraite, 35 des travailleurs québécois. 14 ont d'autres types de régimes et 47 n'ont aucun régime collectif. C'est un problème, ça. Oui, c'est un problème. De là, ce qu'on expliquait en début d'émission, à savoir qu'il y a un risque d'avoir des régimes à deux vitesses. Parce qu'on a la prestation déterminée que le risque est sur la fonction publique, malgré les décisions qui ont pu être prises. Et de l'autre côté, c'est totalement à l'épargnant. Et le deuxième tableau qu'on veut montrer, puis que vous allez nous expliquer, Pierre Fortin, c'est le tableau qui nous montre clairement l'évolution de la durée des retraites des Canadiens, donc de 1970 à 2010. En 1970, 41 années d'activité, 14 ans de retraite. On vivait moins longtemps. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on vit plus longtemps. On travaille moins, 39 ans d'activité et 23 ans de retraite. C'est clair, ça? C'est clair. Et c'est ça? Ça veut dire que la pression, elle est là sur le système de retraite? En fait, c'est qu'on a maintenant 39 ans pour accumuler 23 ans de retraite. C'est ça. Versus qu'on avait 41 ans pour accumuler 14 ans de retraite. Puis je pense qu'il y a une autre avec pression. Des taux de rendement qui ont diminué au fil du temps. Voilà. Parce que les obligations d'épargne, si on se rappelle, en 1980, ils étaient autour de 15 Maintenant, quand on a 3 on est heureux. Alors, donc, ça, cet élément-là est à considérer. Est-ce que Régis Labaume, est-ce que Denis Coderre, et est-ce que de façon générale, on a raison de dire, en regardant cela, qu'il y a urgence d'agir, qu'il faut agir, qu'il faut renégocier les régimes de retraite avec les employés municipaux, par exemple? Bien là, on voit la ministre Maltais, on se rappelle, juste avant l'élection, sous pression, entre autres, de M. Labaume et Coderre, la ministre Maltais avait déposé le projet de loi 78. C'est un projet de loi pour permettre aux municipalités de revoir, enfin, l'ensemble de la fiscalité, des régimes de retraite. Des régimes de retraite, oui. Des régimes de retraite, entre autres. Alors là, on s'est aperçu aussi que cette semaine, avec la rencontre avec le premier ministre et le ministre des Affaires municipales, M. Moreau, on va redéposer le projet de loi et on a promis que le projet de loi, en tout cas, était pour être passé pour fin décembre 2014, en fait. Mais ce qui était intéressant avec le projet de loi, là, parce que pour que les gens s'en rappellent, là, c'est que ça ne touchait que les régimes qui étaient en difficulté, les régimes de prestations déterminées qui étaient en difficulté. Donc, ceux qui s'arrangent bien, là, comme celui
à la Société de transport de Montréal, là, qui est plus qu'en surplus, ou à Hydro ou ailleurs, ils sont pas touchés par la loi. La deuxième chose, c'est que la capitalisation était fixée à 85% du régime. Et ça avait été accueilli favorablement par à peu près tout le monde. Alors, j'espère que le gouvernement va pas réinventer le bouton à Ce que tu veux dire à 85 c'est-à-dire que pour chaque dollar d'engagement de retraite qu'il faut verser, il y a 85 cents prévus en quelque sorte, là, qui est de côté en quelque sorte. Est-ce que décrivez-nous le problème dans les régimes de retraite municipaux. Combien de régimes de retraite municipaux sont sous-capitalisés? C'est quoi le problème en ce moment? On parle d'environ 50 des régimes à prestations déterminées au Québec qui sont dans une situation précaire. Et ça venait du rapport d'Amo. Précaire. D'une part. Donc, qui sont en déficit en dessous du 80, je ne sais plus la norme exacte, mais en dessous du 85 qu'on parle. Donc, ça, c'est un premier élément. L'autre élément, si on le prend d'un autre angle, c'est maintenant, à la Ville de Montréal, on parle de 10 du budget de la Ville qui est pour cet élément-là des régimes de retraite, alors qu'il y a d'autres préoccupations. Donc, on le prend souvent sous l'angle des régimes de retraite, mais si on le prend sur la capacité de payer du citoyen pour l'ensemble et la portion du budget global de la Ville qui s'en va sur les régimes de retraite, on parle de 8 à Québec, 10 à Montréal. De là, cette urgence d'agir et de la pression que les deux maires peuvent mettre actuellement. Sauf qu'en même temps, il faut voir que, d'abord, ça a été négocié dans le temps. Jean-Paul Lallier, quand il était maire de Québec, c'est un ancien ministre de la fonction publique et certainement pas, s'est pas mis à genoux puis à plat ventre devant les syndicats. C'est qu'à l'époque, la conjoncture de négociation, la gestion des ressources humaines a fait qu'il y a des choix qui ont été faits. Alors maintenant, on peut pas lire le livre à l'envers. Et entre autres, un des problèmes qu'il y avait, c'est que dès qu'il y avait 10 de plus et plus de surplus à la caisse, on devait, à ce moment-là, soit bonifier le régime, soit encore donner des congés de cotisation. Et c'est ce qu'on a vécu dans les années 90. Oui. Alors là, ça a été revu, mais c'est une responsabilité aussi de l'État, du gouvernement, des parlementaires, des législateurs, de n'avoir pas permis. Et c'était pour éviter, entre autres, que les entreprises privées mettent trop d'argent dans les caisses pour éviter de gonfler leur profit. Vous avez parlé, Lisa, de cette rencontre entre M. Moreau, M. Couillard, M. Labaume, M. Coderre. Ça a eu lieu un peu plus tôt cette semaine. Les maires Coderre et Labaume sont sortis assez de bonne humeur. On les écoute. La question, c'est juste une question de temps et d'échéancier. Tout le monde a la même volonté de faire ça le plus rapidement possible. Et les discussions qu'on a eues sur l'échéancier, en tout cas, nous soulagent et nous confortent dans l'idée que le gouvernement veut vraiment aller aussi vite qu'on pouvait l'espérer. Ouais. Alors, le gouvernement veut aller vite et est-ce que le gouvernement est en train de pencher en faveur des municipalités, de donner plus de pouvoir aux municipalités, de décréter en quelque sorte le partage des régimes de retraite et le partage surtout des déficits des régimes de retraite? Et est-ce qu'il faut faire ça, Lisa Froula? Bien, premièrement, s'ils sont de bonne humeur, même tous les deux, là, c'est parce qu'ils sentent que ça penche en leur faveur. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, est-ce qu'il faut faire ça? Je pense qu'il faut le faire, mais avec le respect, puis de toute façon, tout le monde est d'accord. Mais j'ai entendu les maires aussi le dire, avec le respect de leurs travailleurs aussi. Parce que les syndicats sont sortis, puis ont fait, wow, une loi, là, un instant. Nous, on veut négocier. Alors, dans la loi, si on revient à la loi, au projet de loi 78, par exemple, sur les régimes de retraite, il y avait une provision dans cette loi-là pour négociation. Tu sais, on disait, entendez-vous, sinon on met un négociateur, puis après ça, on l'envoie à la commission de relations de travail. Il faut avoir des mécanismes pour que ça se fasse du mieux possible et je dirais, moi, dans une paix sociale aussi. C'est là qu'on peut s'inquiéter de voir le sourire de M. Coderre, M. Labaume. Parce que dans le projet de loi de Mme Maltais, on prévoyait 1 an de négociation, puis ensuite, c'était le Conseil des relations de travail qui prenait le dossier en main, puis faisait une médiation, puis éventuellement tranchait. Si c'est les municipalités, là, ça devient ridicule, parce que 2 parties qui négocient, dont une qui sait qu'au bout du compte, c'est elle qui va imposer le règlement, ça n'a pas de sens. Ouais. Alors, il faut espérer drôle, que le gouvernement libéral n'aille pas dans ce sens. C'est drôle, Lisa et Pierre, parce que la semaine dernière, quand on s'est laissé, on disait mon Dieu, le ton est bon entre le gouvernement et les syndicats. Ça a changé un peu. Mais là, c'est peut-être une stratégie, on en parlait, M. Fortin et moi, du bon policier, du mauvais policier. Là, c'est qui, parce le bad cop? Oui, bad cop. Ben, c'est qui? C'est Martin Coiteux. Mais je sais qu'il y a eu des rencontres aussi entre le ministre des Finances et les centrales syndicales cette semaine. Et donc, s'ils se sont rencontrés, c'est qu'ils ont ouvert un espace pour dialoguer. Discuter. Mais, parfait. Donc, la négociation est déjà entreprise. Parce que ce qui est important, c'est que tout le monde soit conscient de ce que vous dites, M. Fortin. C'est-à-dire que le 10 que ça coûte, les régimes de retraite, à la Ville de Montréal, par exemple, c'est 10 de moins que l'on peut utiliser
puis qu'on peut l'utiliser de façon positive, puis même pour les travailleurs. Là. Donc, si tout le monde est partie prenante, c'est pour ça la négociation. Vous l'avez bien expliqué. Merci pour vos tableaux, merci pour vos chiffres, vos explications, M. Fortin. On vous libère, mais vous deux, on vous garde parce que justement, vous avez prononcé le nom de Martin Coiteux. Martin Coiteux qui a laissé entendre, lui, cette semaine, que les salaires des employés pourraient être liés à la productivité. Eh bien, comment on mesure la productivité dans le monde de l'éducation, par exemple? On en parle dans un instant. On a un déficit qui est très élevé, on doit l'éliminer, on doit prendre des décisions difficiles. Ce qu'on doit faire, c'est que les Québécois en aient pour leur argent. Je serais gênée, moi, comme ministre, me semble, de demander ça aux gens, d'augmenter leur productivité, alors que ça fait des années qu'on presse le citron, qu'on demande toujours plus aux gens. Ah, ben voilà, c'est ça. Je vous parlais de changement de ton tantôt. Là, c'est la suite d'abord de tout ce calcul avec Lisa Frula et Pierre Paquette. On parle de salaire et de productivité et même de la productivité du secteur de l'administration publique. M. Coiteux a dit la rémunération, les salaires pourraient peut-être suivre la productivité. Ça se fait-tu? C'est une bonne idée? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'on va perdre énormément de temps à négocier ce qu'est la productivité du secteur public. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler à l'améliorer constamment, mais comment mesurer ça? Dans la santé, ça veut-tu dire un bain de moins par mois? Ça veut-tu dire 5 élèves de plus dans les classes? Parce que c'est avec des humains là, que la plupart c'est ça. des... Parce que la productivité, c'est la valeur de ce qu'on fait par heure travaillée. Donc, la valeur de ce qu'on fait, c'est que ce produit-là, au bout, le résultat doit être un peu plus gros à chaque heure de travail. Et déjà, si vous allez dans un hôpital, vous voyez que les parents sont mis à contribution, les bénévoles sont mis à contribution. C'est du travail qui se faisait autrefois par des employés de l'État. Et donc, moi, j'ai beaucoup de misère à voir qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire. À moins, encore une fois, de délester des services qui sont donnés actuellement par l'État. Alors, décodons la stratégie. Là. Qu'est-ce qu'il veut faire? Moi, je pense que, encore une fois, comment on qualifie, c'est justement la valeur, la valeur par rapport au dollar. Puis je me dis, on s'est dit beaucoup aussi que c'était toute la façon de travailler, ce qu'on demande aux employés. Est-ce que ça a du bon sens ou non? Je vais donner un exemple. Dr Barrette est sorti aujourd'hui, là, puis à la Dr Barrette, là, assez fort, là, en disant, nous autres, on va prendre des décisions. Ben, avez-vous l'extrait? On a l'extrait. On va l'écouter puisque vous voulez l'entendre, on l'écoute tout de suite. Quand on prendra des directions, vous allez avoir un choix. Ou bien vous allez dans notre direction, ou bien vous y allez pas. Mais si vous y allez pas, ben là, il va y avoir des conséquences. Je sais qu'aujourd'hui, vous pourriez réagir en disant, on va faire de l'obstruction. C'est pas une bonne idée. Il y en a des solutions, mais le jour où moi, je trouve une solution, il va falloir que le résultat soit là, à l'autre bout, là. Et là, vous allez me dire, les médecins. Ben, les médecins, ils vont se faire dire la même affaire. Est-ce qu'on est dans l'affrontement, là? Bien, ça, c'est peut-être le style du docteur Barrette, un peu. Mais c'est lui, ministre. Mais tout à fait. Mais il y a une chose intéressante qu'il dit, c'est qu'on va trouver des solutions. Parfait. Ben, on trouve des solutions. C'est quoi les solutions? Puis c'est ça qu'il va falloir surveiller. Est-ce que c'est moins de paperasserie? Combien de fois dans le réseau de la santé, ils disent, écoutez, bien, là, moi, les agences, il y en a combien? Parlez au directeur d'hôpitaux, là, puis ils vont vous dire, là, les agences, c'est peut-être vraiment un palier de trop, là. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous donner les directives? Puis nous autres, on va administrer. Enlevez-nous des couches sur nos épaules, puis oui, on va être plus productif, puis oui, on va être plus efficace. Mais justement, le problème de la productivité dans le secteur public, c'est que ça nécessite du travail statistique, du contrôle, et c'est des cadres de plus. Alors, depuis 2003, dans le secteur de la santé, il y a 23 de cadres de plus. Alors, du côté des syndiqués, eux, ils disent, s'il y a du gras à couper, là, commencez par couper l'encadrement, puis laissez-nous plus d'autonomie. Alors, ça va susciter un bon débat. Ceci dit, M. Barrette dit qu'il faut appliquer des solutions. Une des choses que Régent Hébert m'avait raconté, c'est qu'il y avait plein de règlements que le gouvernement de M. Charest avait passés dans le secteur de la santé qui n'étaient pas appliqués et que le ministère ne faisait pas appliquer, soit par laxisme ou indifférence ou que sais-je. Je vais donner juste un exemple, le stationnement.
dans les hôpitaux de longue durée, il était supposé être payant, et puis dans la plupart des institutions, il n'était pas payant. C'est M. Hébert et le gouvernement du Parti québécois qui l'ont rendu payant. Et ça, c'est une forme de tarification. C'est une tarification, oui, mais c'est pour des gens qui viennent de l'extérieur, et puis... dans les dépenses c'est tous ces règlements-là qu'il va falloir regarder. Puis ce que je veux dire, c'est que je trouve un peu bizarre que M. Barrette, finalement, critique indirectement son ancien collègue de la santé. Sûr. Et là, il est ministre de la Santé, et là, c'est lui qui a le portefeuille, justement, le portefeuille de M. Coiteux, là, à la santé, c'est M. Barrette qui l'a. Est-ce que quand c'est quoi, 60-65% des dépenses, c'est l'éducation à la santé. C'est l'éducation à la santé, mais c'est des salaires, c'est la rémunération en quelque sorte. Est-ce que on n'a pas le choix d'aller jouer justement sur la rémunération? Quand on regarde au fil du temps, puis je vais vous demander juste de reculer un petit peu parce qu'on va sortir notre grand tableau pour regarder un peu la rémunération de l'administration québécoise. Les salaires, la hausse prévue 2010, 0,5, 0,8, 1,5, 1,8 et 2 % en 2014. Je te dis, quand on prend l'inflation, ben là, on se rend compte qu'en 2010, après inflation, c'était une baisse. En 2011, 2012 également. 2013, une hausse. Puis on prévoit une petite hausse après l'inflation au cours de l'année 2014. On voit que les salaires de l'administration publique québécoise sont sous pression, déjà. Tout à fait. Mais est-ce qu'il faut aller plus loin? Bien, c'est-à-dire que là, ici, on dit qu'il y a un gel, là. On a parlé d'un gel des salaires. À partir de la prochaine négociation. Tout à fait. Et là, en 2014, il y a un 2 % qui s'ajoute. Oui, puis après ça, c'est un gel. Donc, encore une fois, cette colonne-là aussi, va varier, puis va probablement varier même à la négative. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il va y avoir de l'attrition. Il va y avoir des façons de faire. Quand on parle de productivité, pour moi, la valeur, c'est de regarder les façons de faire, faciliter, utiliser des nouvelles technologies. Ça, on n'a pas parlé beaucoup, puis je vais vous dire honnêtement, là, pour vous dire que le gouvernement est en retard, là, c'est un euphémisme. Alors, c'est tout ça qu'il va falloir regarder, et non pas juste l'individu homme, mais qu'est-ce que tu lui donnes pour qu'il soit plus performant. Et l'autre problème, c'est, puis vous l'avez mentionné hier, déjà, il y a un retard de la rémunération globale, incluant les régimes de retraite des employés de l'État d'à peu près 8 à 10 dépendant. Dans le futur, on va avoir de la misère à recruter, là. Avec le vieillissement de la population, il va y avoir le bassin de main-d'œuvre va être moins. Je veux bien croire qu'on va inciter les gens à travailler plus longtemps, puis probablement il y en a beaucoup qui vont être intéressés à le faire parce qu'ils sont plus en forme, mais il y aura quand même, pour le secteur public, un défi de recrutement auprès de la jeunesse. Alors, défi de recrutement, défi dans la population active, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, avec le vieillissement de la population, qui sortent de la population active, les pressions sur la rémunération de la fonction publique, les pressions sur les régimes de retraite. En 2014, on est où, là? Qu'est-ce qui est en train d'arriver, là, pour qu'on sente que ça craque comme ça, là? Moi, je pense qu'avec les syndicats ensemble, il faut absolument changer de paradigme. D'abord, évaluer la situation, mais pas l'enjoliver, rien, mais regarder la situation telle qu'elle est, là. Et on parlait tantôt de se projeter dans le futur, puis ensuite de se dire maintenant comment on peut faire pour travailler et travailler mieux. Et je reviens après ça à l'utilisation des outils qu'on n'avait pas avant et qu'on a actuellement grâce à la nouvelle technologie. Ça veut pas, va falloir investir là. Le grand défi du Québec, là, c'est de renouer avec la croissance économique et puis le développement économique. Puis c'est la priorité que le gouvernement doit avoir, parce qu'avec des taux de croissance autour de 1 %, c'est évident qu'on va avoir des problèmes au niveau des finances publiques, on va avoir tous ces problèmes-là. Donc, il faut avoir de la croissance pour être capable d'aller chercher des revenus puis être capable de contrôler les dépenses. On en a parlé la semaine dernière, mais il n'y aura pas de... Nicolas Marceau disait la croissance des revenus, c'est une chose, on essaie de la pomper, mais là où on peut jouer, c'est sur les dépenses. Oui, le gouvernement peut agir sur les dépenses. Il y a des limites, là. On n'est pas loin d'atteindre les limites. À 2 %, c'est à peu près le niveau de l'inflation, c'est les coûts de croissance des dépenses. Oui, alors quand on augmente les dépenses de 2 %, ça veut dire qu'on augmente au rythme de... Oui, mais globalement, on augmente au rythme du coût de la vie. Donc, on n'a pas plus d'argent pour payer plus de monde ou plus d'équipements ou de meilleurs... Ça veut dire de faire aussi certains investissements. Là, on a une belle nouvelle, là, qu'Hydro-Québec a des profits, puis des profits records. C'est bon pour le gouvernement. Mais il va y avoir aussi... Puis c'est ça qui m'inquiète toujours. Moi, les ministres des Finances, on les a pratiqués, là, puis les ministres du Trésor aussi. Alors, tu sais, c'est facile de dire je coupe, mais il faut aussi
contrôler les dépenses, mais penser à certains investissements qui peuvent être payants. Merci, Lisa. Merci beaucoup. Merci, Pierre Paquette, Ça d'avoir m'a été fait là. beaucoup plaisir de vous retrouver. À votre émission. Si vous avez des commentaires à la maison, calcul@radiocanada.ca. Donc, vous n'hésitez pas à nous écrire. Et je vous mentionne que notre invité à RDI Économie ce soir, c'est Carlos Letao, justement, d'économiste en chef de la Laurentienne à ministre des Finances. Quel est son parcours et quels sont ses objectifs? Notre invité à 18h30. À plus tard.